Bienvenue à nouveau. Nous recevons à nouveau Saïd Mohamed Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire. Merci d'être revenu dans l'émission. Il semble pourtant que la situation soit particulièrement. J'entends dire qu'une nouvelle attaque américaine contre l'Iran pourrait. Celle-ci pourrait également inclure un autre volet, à savoir une invasion terrestre. Je voulais savoir, depuis Téhéran, comment percevez-vous la situation, ce cessez-le-feu? Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est toujours un immense plaisir de participer à votre émission. Depuis le début du cessez-le-feu, il se prépare à la guerre, littéralement jour et nuit. Et l'idée était que ce n'est pas un espoir, surtout parce que Trump n'est pas du genre à accepter la défaite. Et la guerre de 39 jours ne s'est pas bien déroulée pour les... Ce fut une guerre terrible pour le monde et pour l'humanité. Mais au final, les Iraniens ont remporté. Ainsi, on pensait ici que cela ne serait pas acceptable pour Trump. Et cela ne serait pas non plus toléré par le lobby sioniste ni par le lobby israélien. C'est en réalité la véritable force qui se cache derrière ce conflit. En se rappelant la lettre de démission de Joe Kent, il affirmait que cette guerre était entièrement liée au lobby sioniste au sein du régime israélien. Il n'y a donc aucune raison de croire que quoi que ce soit ait changé au cours des derniers mois. Il est donc possible que nous ayons. La guerre, nul ne peut l'affirmer avec certitude en Iran, mais il est possible qu'elle éclate ce week-end après la fermeture des marchés, car apparemment tuer des Iraniens lorsque les marchés sont fermés serait préférable, afin que, par malheur, les cours de la bourse ne chutent pas ou autre chose du genre. Cela pourrait bien sûr arriver demain matin ou demain soir. Il se peut que cela n'ait pas lieu ce week-end. Mais selon moi, le vrai problème, c'est que Trump est incapable. Nous l'avons vu plus tôt, lorsque les Iraniens et les Américains avaient conclu un accord à tenter de le saboter en bombardant massivement. Ainsi, les Iraniens ont déclaré que tant que le cessez-le-feu serait violé, ils n'autoriseraient pas ces navires supplémentaires à traverser le détroit. Je précise que le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé par les Iraniens, mais seulement aux navires liés aux adversaires de l'Iran. Ainsi, l'Irak n'a rencontré aucun problème, les Russes, les Chinois et bien sûr les navires iraniens, non. Mais l'accord prévoyait que davantage de navires transiteraient, y compris ceux des Émirats, des Saoudiens, des Koweïtiens, des Bahreïnis et j'ignore lequel j'ai oublié. Mais en tout cas, ces navires supplémentaires devaient passer par là. Et à cause de Netanyahou, cela n'a pas eu lieu. Et Trump s'est rangé du côté de Netanyahou, même si les Pakistanais ont clairement indiqué que le cessez-le-feu incluait le... Mais voici l'essentiel. Lorsque Netanyahou a finalement été contraint d'accepter le cessez-le-feu, même si aujourd'hui il continue de tuer des civils libanais jour et nuit, comme à Gaza, il aurait. Trump choisir la voie de sortie, car les Iraniens, lorsque Netanyahou a accepté ce cessez-le-feu, ont déclaré « D'accord, nous laisserons passer ces navires supplémentaires ». Et Trump, presque aussitôt après, a affirmé que le détroit d'Ormuz était ouvert et qu'il ne serait plus jamais fermé. Les Iraniens l'avaient promis. Et il a dit beaucoup d'absurdités, bien sûr. Mais il a ajouté qu'il maintenait le blocus sur les ports iraniens, le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Il aurait donc pu choisir cette option comme issue. C'était possible, surtout puisque Netanyahou avait fini par accepter le cessez-le-feu, au moins pour quelques heures. On estime donc qu'il est incapable d'aller dans cette direction et qu'il va donc continuer à tomber dans le piège de l'escalade. C'est pourquoi il pense qu'inévitablement, nous allons connaître une nouvelle vague de tensions qui sera catastrophique pour les marchés mondiaux, le commerce international et l'économie. Car dans la situation actuelle, l'économie mondiale va subir des conséquences. Et ce que nous voyons n'est que la partie. Mais même s'il y avait un accord, disons, dans quelques semaines entre Iran et les États-Unis
pour laisser passer plus de navires et lever le blocus, par exemple, sur le détroit d'Ormuz, la situation resterait très préoccupante. Et la souffrance arrive encore, la véritable. Mais s'il y a une, cela signifiera qu'il y aura non seulement des destructions, surtout si les infrastructures vitales de l'Iran sont visées, mais Iran ripostera contre le régime israélien et les dictatures familiales arabes du Golfe Persique. Cela entraînera une baisse importante et durable de la disponibilité du pétrole, du gaz, de l'énergie et des engrais sur les marchés mondiaux, provoquant une dépression économique mondiale qui pourrait durer très longtemps. Mais si le conflit s'intensifie, s'il s'agit d'une guerre majeure qui dure comme la guerre de 39 jours, le Ramadan, alors on peut être certain qu'il n'y aura plus de pétrole ni de gaz provenant de cette région pendant de nombreuses années. Autrement dit, ce serait une dépression économique de très longue. Mais même s'il s'agit d'une guerre courte, comme je l'ai mentionné, si certaines infrastructures essentielles sont détruites, cela entraînera une récession. Premièrement, parce qu'il y aura moins de pétrole et de gaz disponibles. Mais la seconde, toute négociation visant à rouvrir partiellement le détroit d'Ormuz, à lever le blocus ou à rétablir le cessez-le-feu à Gaza et au Liban sera repoussée de plusieurs semaines. Parce qu'ils seront en pleine guerre. Personne ne négociera le passage des navires dans le détroit, qu'ils soient iraniens ou non, ou un cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Et cela serait sans aucun doute catastrophique pour le commerce mondial, les entreprises et l'économie. La diplomatie de Trump est assez étrange car, au-delà de toute la propagande et de ses tentatives pour contrôler le récit, il y a des faits que nous connaissons avec. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis étaient en grande difficulté et Trump devenait de... Nous le savons grâce au nombre de missiles, notamment les missiles intercepteurs, ce qui montrait que là, il ne pouvait plus supporter la pression et en réalité, il manquait clairement de munitions. Nous avions donc compris que la situation empirait. Il voulait un cessez-le-feu. Nous le savons aussi car sinon les États-Unis n'auraient jamais accepté le plan en 10 points de l'Iran. Quoi que Trump dise à propos de l'Iran, c'est comme s'il le suppliait. Mais ce qui s'est passé ensuite, franchement, cela ressemble. Il s'est retiré, il n'a plus jamais évoqué ces 10 points. Et maintenant, il propose un cessez-le-feu prolongé, comme s'il faisait une faveur aux Iraniens. Parfois, il arrive à bien contrôler le récit, mais il arrive aussi que cela devienne difficile à croire et la crédibilité disparaît. C'est donc étrange qu'après avoir enfin obtenu le silence des armes, il veuille relancer tout cela, ce qui laisse penser qu'il prépare quelque chose, une nouvelle stratégie pour cette fois. Et selon votre point de vue là-bas, assis à terrain, que pensez-vous que les États-Unis feraient différemment si, comme vous le suggérez, ils pouvaient envahir ou attaquer dans les prochains jours, voire... Eh bien, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils continueront comme avant, assassiner, bombarder des terroristes, terroriser la population, viser les infrastructures et probablement s'en prendre davantage aux infrastructures critiques, comme il l'a déjà menacé de le faire. Mais le problème, c'est que les Iraniens riposteront. Aujourd'hui, un député iranien très haut placé, membre de la délégation à Islamabad, l'a confirmé. Il a déclaré que si des assassinats ont lieu cette fois-ci, Iran éliminera les dirigeants des régimes arabes du Golfe Persique, c'est-à-dire le Koweït, Bahreïn, les Émirats, le Qatar et l'Arabie saoudite. Voilà ce qu'il a déclaré. Et selon lui, ils sont complices. Sans eux, cette guerre ne pourrait pas avoir lieu. Donc, s'ils commencent à assassiner nos dirigeants, alors ils détruiront l'heure. J'imagine que cela inclurait aussi la destruction non seulement de leurs infrastructures essentielles, mais aussi de leurs agences de renseignement, de leur ministère de la Défense. Et ainsi, oui, Iran portera sa riposte violente à un niveau tout à fait différent. Iran a donc déjà annoncé que toute attaque contre ces infrastructures critiques serait suivie de frappes contre les infrastructures.
mais aussi dans notre région. Ce n'est donc pas une situation où les Américains. Et on constate déjà que les Iraniens restent déterminés, la population descend dans la rue. Ils considèrent les États-Unis. Le monde entier voit les États-Unis comme l'agresseur. Je ne vois pas en quoi cela pourrait profiter à. Cela ne fera qu'aggraver sa situation, car au final, Trump devra rendre des comptes aux Américains pour leurs difficultés économiques. Et l'un des aspects troublants que l'on entend souvent aux États-Unis, c'est qu'il existe des personnes sincèrement opposées à la guerre et à la tuerie d'innocents qui se soucient des enfants de minables massacrés par les Américains dès le premier jour. Et il y en a d'autres qui ne s'en soucient pas vraiment, mais qui parlent d'emploi et d'inflation. Comme beaucoup d'élites, ils évoquent les vies américaines et les soldats américains qui ne sont absolument pas des victimes dans tout cela. Mais quoi qu'il en soit, les voix de ces deux groupes vont se faire entendre de plus en plus fort. Qu'il s'agisse de ceux qui considèrent le régime des États-Unis, comme ils le soulignent, comme un régime agressif et barbare, agissant pour le sionisme, est un régime génocidaire, ou de ceux qui affirment que cela détruit leur subsistance, que leurs fermes vont faire faillite, que leurs entreprises vont être ruinées, que des vies américaines seront perdues et que les États-Unis. L'économie va en pâtir et le déficit va s'aggraver. Ces deux forces, bien qu'elles n'aient aucun lien entre elles, l'une étant morale et l'autre purement égoïste. Mais elles vont faire payer un prix énorme à Trump à cause de la guerre. Ce n'est pas une situation où il peut gagner. Je ne pense même pas que le régime israélien puisse l'emporter. Ce n'est pas parce qu'après 2 ans et demi, on a vu ce qu'il est advenu de son image. Partout dans le monde, il est détesté. Les gens observent maintenant ce qui se passe même si les médias occidentaux n'en parlent pas, que les journalistes occidentaux restent silencieux ou déforment la réalité en présentant cela comme des cibles du Hezbollah et en ignorant Gaza, les gens du monde entier voient quand même ces images sur des réseaux sociaux très censurés. Les informations continuent de circuler, mais en plus, à mesure que la vie personnelle des gens devient bien plus touchés par la catastrophe économique mondiale qui approche, ils vont en tenir Israël pour responsable. Ils vont accuser le sionisme, ils vont accuser Netanyahou, ils vont accuser Trump. Donc je ne vois pas comment. Le régime israélien ne tire aucun avantage de cela. Au contraire, il en souffre. Cela lui porte préjudice. La seule personne qui pourrait en profiter, c'est probablement Netanyahou, qui prospère en temps de crise, du moins pour l'instant, ainsi que les extrémistes de sa coalition. Eh bien, avec la réaction habituelle de l'Iran, ce qui a été marquant dans cette guerre de 39 jours, c'est ce jeu de riposte. En fait, ils ont réussi à suivre les Américains à chaque étape de l'escalade, refusant ainsi cet avantage aux États-Unis, ce qui est crucial. Mais ce qui retient l'attention, ce sont les assassinats de dirigeants iraniens. On n'a jamais vu l'Iran répondre de là. Il y a aussi des attaques contre les sites nucléaires iraniens. Là encore, l'Iran n'a pas répliqué de façon similaire. Pensez-vous qu'il soit possible qu'Iran aille cette fois plus loin dans l'escalade des tensions? Eh bien, je pense que ce que le député a dit au sujet des régimes arabes signifie essentiellement que la probabilité qu'ils s'effondrent complètement serait. Si les États-Unis commencent à viser les dirigeants iraniens et que le régime israélien fait de même, cette coalition Epstein, comme j'aime l'appeler, comme j'aime. Et parallèlement à cela, il commencerait à frapper les infrastructures vitales de l'Iran, comme les centrales. Ces dirigeants arabes et leurs élites proches seraient eux aussi visés et ensuite leurs infrastructures essentielles seraient attaquées. Et cela surviendra à un moment, et je pense que c'est vraiment essentiel, où nous, proche de la saison chaude dans la région du Golfe Persique et sur la péninsule. Le mois de mai marque donc une période de transition. À la fin mai, la chaleur, dès la mi-mai, la température grimpe. Ensuite, avec les tempêtes de sable, l'humidité et tout cela, la situation devient très difficile.
pour quiconque de travailler dans ces pays, sauf s'il y a de l'électricité ou la possibilité de rester au frais. S'ils perdent leur centrale électrique, ce sera très compliqué pour les, je ne sais pas, 50 000, 60 000. Je ne sais pas combien de soldats américains sont présents actuellement, car ils en ont amené beaucoup. Ils disposent d'équipements pour des attaques au sol. Il se pourrait donc qu'il y ait aussi des soldats supplémentaires. Mais pour les dizaines de milliers de militaires américains, ce n'est pas idéal pour le moral, et cela concerne aussi, imaginons que leurs dirigeants, rois et princes, soient visés, qu'ils perdent l'électricité, et que la chaleur ainsi que l'humidité atteignent des niveaux extrêmes. Je pense que ce serait catastrophique, non seulement pour les marchés mondiaux du pétrole et du gaz, mais aussi pour la vie dans ces pays. Et les Iraniens les ont avertis. En réalité, les Iraniens ne cherchent pas à viser qui que ce soit. Ils sont en fait bien plus humains que leurs adversaires. Lorsqu'ils ont tiré des missiles sur le régime israélien, ils n'ont pas visé les écoles ni les... Et lorsqu'ils ont fait de même contre ces régimes arabes, ils n'ont pas non plus ciblé les. Iran compte environ 3400 marcheurs. Les 5 régimes arabes visés, les actifs américains touchés, les bases américaines frappées, ainsi que des cibles de représailles et des infrastructures liées à l'Occident ont été. Au total, malgré tous les dégâts dans ces 5 pays, seulement quelques personnes ont perdu la vie. Environ 10 à 20 personnes sont mortes, quelque chose comme ça. J'ai vérifié ce chiffre sur DeepSeek et c'est à peu près ce que j'ai trouvé. Chacun peut vérifier cela par lui-même. Comparez donc aux 3400 ou 3500. Je ne connais pas le chiffre. Je ne m'en souviens plus. Il y a les Iraniens morts et seulement quelques personnes tuées dans tous ces... C'est pareil pour le régime israélien. Donc Iran ne cherche pas à tuer. Iran a fait très attention à ne pas tuer de civils. Ils ont pris soin de viser des cibles et des installations de façon à ce que la population ne soit pas touchée. Mais les gens devront partir. Ils devront quitter les lieux. Si les infrastructures essentielles d'Iran sont touchées et que leurs propres infrastructures vitales sont frappées, la situation sera bien pire dans ces pays que... Et en ce moment à Téhéran, vous connaissez Téhéran et les montagnes, nous avons de la neige. On voit la neige au-dessus. Ce serait difficile s'ils commencent à viser nos infrastructures essentielles, mais là-bas, ce serait totalement insupportable. Et puis, si les familles dirigeantes sont visées, cela entraînerait l'effondrement de chacun de ces régimes. Je ne pense pas que les États-Unis réfléchissent vraiment à tout cela. Peut-être qu'avec leur arrogance, ils se disent qu'ils n'ont qu'à frapper et que tout s'effondrera comme avant la guerre de 12 jours et celle de 39 jours. Cependant, je pense toujours que cet exceptionnalisme qu'ils revendiquent, ainsi que les idées de supériorité ethnique sioniste, leur donnent peut-être l'illusion que, cette fois, ils réussiront à provoquer l'effondrement du régime, comme ils le. Je voudrais simplement revenir un instant sur la possibilité d'une attaque des... Nous pouvons donc imaginer ce qu'ils pourraient envisager. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'une attaque serait? Avez-vous observé des changements notables dans les effectifs militaires? Quel type d'armement? Et également, que savons-nous concernant la localisation de ces troupes, notamment sur leurs objectifs potentiels? Vont-ils envahir certaines îles dans le détroit d'Ormuz? Comptent-ils s'attaquer au Yémen? Évidemment, vu le nombre de soldats, il ne peut pas s'agir d'une invasion totale, comme celle menée contre l'Irak. Mais il y a sûrement autre chose, une opération plus réduite et limitée, je suppose. Ils ont amené beaucoup de matériel pour les troupeaux. Ils ont aussi apporté des munitions pour leurs avions, entre autres. Mais d'après ce qu'on m'a dit, la plupart de ces vols ont pour objectif de préparer une guerre. Je n'ai pas de détails précis, mais j'ai entendu parler de 2 endroits où il y aurait une importante présence, soit pour s'entraîner, soit pour se préparer, où du se trouve au Koweït et l'OTRA.
et où il y a une forte concentration. Je ne sais pas, il y en a peut-être davantage maintenant aux Émirats, en Arabie Saoudite et au Qatar aussi, mais ce sont les deux pays dont j'ai entendu parler, et surtout le Koweït et Bahreïn. À Bahreïn, on m'a dit qu'ils s'entraînaient et au Koweït, ils sont présents en grand nombre. Ainsi, on s'attend à ce que la situation évolue selon deux. Soit les Américains souhaitent s'engager à nouveau dans une guerre longue, ce qui, à mon avis, leur serait. Ils pourraient aussi opter pour une guerre courte, comme on l'entend récemment, frappant fort et vite, mais les Iraniens riposteront. Il pourrait également y avoir, et il y aura probablement, une offensive terrestre, ainsi que des attaques en profondeur sur le territoire iranien, comme la tentative près. Mais encore une fois, comme je l'ai mentionné, même si les Iraniens ripostent et qu'Iran dispose de bases, de missiles et de drones partout dans le pays, les Iraniens les laisseront entrer en cas d'attaque terrestre, puis ils les frapperont sans relâche. Les Iraniens ne vont pas rester passifs et laisser faire, ils ne vont pas empêcher la prise de territoire. Ils vont agir avec intelligence, ils laisseront les adversaires entrer, puis les frapperont sans relâche pendant des jours, des semaines. Mais ce qui compte surtout, dans une perspective plus large, c'est que toute tentative visant à réduire les tensions ou à rouvrir le détroit d'Ormuz sera retardée. Cela prendra de nombreuses semaines, car les combats dureront longtemps avant de s'apaiser et qu'un accord puisse être envisagé. Ainsi, l'économie mondiale va inévitablement s'orienter vers une dépression, peu importe l'ampleur des destructions sur les infrastructures essentielles. Ainsi, toute forme de violence aggraverait considérablement la situation économique mondiale. Et cela, selon moi, Trump ne le comprend pas. Iran ne contrôle pas le détroit d'Ormuz depuis ses côtes. Nous ne sommes plus au 19e siècle, ni même au 20e. Le contrôle du détroit d'Ormuz s'exerce depuis des centaines de kilomètres à l'intérieur du pays et depuis de nombreux sites différents. De plus, les capacités d'Iran près des côtes du golfe Persique, du golfe d'Oman et du détroit d'Ormuz restent inconnues des États-Unis. Ils se sont trompés sur les missiles, les drones iraniens et les moyens anti-aériens d'Iran. Il est certain qu'ils vont encore se tromper sur d'autres capacités de Iran. Iran ne les a pas révélées et ne s'en est pas servi. Elles sont profondément enfouies sous les montagnes. Les zones autour et du golfe Persique jusqu'à la frontière de l'Irak et même jusqu'au nord de l'Irak, tout ce territoire est montagneux. Le relief est très difficile. De nombreuses installations iraniennes sont dissimulées dans ces différentes régions. Et le moment venu, les Américains devront y faire face. Ce sont des choses qu'ils connaissent très mal. La raison pour laquelle les Américains ont commis tant d'erreurs concernant les capacités de missiles et de drones de Iran, c'est que les usines qui les fabriquent sont situées sous terre. Les bases sont souterraines. Les usines sont souterraines. Ainsi, les Américains pensent connaître les chiffres, mais ils ignorent totalement combien de missiles et de drones Iran. En ce moment même, alors que nous parlons, Iran fabrique des missiles, des drones et d'autres équipements. Tout le matériel, car tout ce qui a une grande importance se trouve profondément. Eh bien, Trump a récemment déclaré que l'Iran serait en état d'effondrement. Il semble donc que tout s'effondre. On voit bien qu'il supplie pour obtenir un accord. Et ce blocus, le blocus naval, se resserre chaque jour, ce qui étouffe l'Iran. Mais si c'est vraiment le cas, si la guerre économique contre l'Iran est aussi efficace, on pourrait penser que le temps joue en faveur des Américains, ce qui amène à se demander pourquoi cela ne correspond pas à leur discours. Si cette guerre économique est si réussie, pourquoi vouloir faire la guerre à l'Iran? Il semble donc qu'il y ait un manque d'honnêteté dès le départ, donc il ne faut pas être trop surpris. Mais comment évaluez-vous, selon vous, cette guerre économique? C'est-à-dire les Iraniens comme les Américains souffrent. Mais selon vous, le temps joue-t-il en faveur d'Iran? Quelle serait une méthode pertinente?
Eh bien, vous savez, cela ressemble beaucoup à l'argument selon lequel les Iraniens seraient profondément divisés et que la direction serait fragmentée. Mais lors de mes entretiens, j'insiste toujours sur le... Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a 80 millions d'Iraniens et autant de points de vue. Et il est certain que lorsque les responsables politiques, militaires ou de la sécurité se réunissent autour d'une table, chacun exprime des opinions très différentes. Mais cela n'a rien à voir avec une division ou un processus de prise de. Le processus de prise de décision est clair. Il existe un Conseil suprême de sécurité nationale. Il y a un dirigeant. Ils ont désigné le président du Parlement. Pour diriger les négociations, c'est lui qui tranche, donc il est évident qu'il n'y a pas de division. Dire qu'il y a du chaos ou des divisions, cela sert les intérêts de quelqu'un, ou bien c'est de la propagande, ou cela poursuit un autre objectif. Dans ce contexte, prétendre que l'Iran s'effondre et que les sanctions, ou que le siège fonctionne et que les Iraniens, d'abord, il est assez frappant de voir comme ils se réjouissent d'affamer les. C'est exactement comme lorsqu'ils se félicitent d'affamer les. C'est comme si, vraiment, ces gens, il ne reste plus rien. Ils n'ont plus aucune notion d'humanité, ces personnes. C'est absurde. L'économie souffre-t-elle? Bien sûr. Ils ont bombardé des usines pharmaceutiques. Ils ont frappé de nombreuses usines différentes. Ils ont détruit des... Et quand ils empêchent les navires d'entrer ou de sortir des ports iraniens, cela a forcément un impact, c'est évident. Mais nous sommes en guerre. Et comme pendant la guerre de 39 jours et celle de 12 jours. Les Iraniens ont remporté la guerre non pas parce qu'ils n'ont pas souffert, mais parce qu'ils ont su. Et ils ont supporté la douleur davantage que les Américains. C'est pourquoi, comme vous l'avez mentionné plus tôt, Trump a accepté le plan en 10 points de l'Iran comme base de négociation, car il avait besoin d'un... Alors qu'au début du conflit, il affirmait qu'Iran devait accepter une reddition sans condition, c'était pareil lors de la guerre de 12. Il l'a répété à ce moment-là aussi. Donc bien sûr, l'Iran va souffrir et les Iraniens ordinaires seront confrontés. Mais c'est la guerre. Et de l'autre côté, il ne cesse de parler du blocus et de son efficacité. En réalité, ce blocus aggrave le conflit. Les dégâts causés à l'économie mondiale sont énormes à cause du très faible nombre de navires qui traversent le... Aujourd'hui, encore moins de navires qu'avant passent par le détroit d'Ormuz. L'économie mondiale va donc subir une catastrophe encore plus rapidement. Et une erreur majeure qu'ils ont commise, Glenn, c'est que les Iraniens, dès le début du conflit, ils s'attendaient à un blocus des ports iraniens, ils s'y sont préparés et appliquent évidemment ces plans pour limiter les dégâts. Les routes commerciales passent par des pays voisins comme l'Afghanistan, le Pakistan, le Turkménistan, puis rejoignent l'Asie centrale, la mer Caspienne vers la Russie, le Kazakhstan. L'Iran possède de nombreuses frontières, notamment avec... Mais malgré tout, les Iraniens pensaient que les Américains allaient imposer un blocus sur les ports au moment où ils ont lancé leur offensive conjointe avec le régime israélien. Ainsi, le détroit de Port-Ormuz a été presque fermé pendant 1 mois et demi. Et Iran vendait son pétrole à des prix très élevés, ainsi que ses produits pétrochimiques au début, avant que leur usine pétrochimique ne soit visée, mais toujours à des... Ce n'est que bien plus tard qu'ils ont commencé à mettre en place ce blocus sur les ports. Donc Iran a une longueur d'avance sur eux. Et en plus, Iran a vendu, je ne connais pas le chiffre exact, mais entre 150 et 200 millions de barils de pétrole en mer. D'après ce que j'entends, c'est presque terminé. Et ils disposent de tout cet argent et ils ont vendu ce pétrole à des prix extrêmement élevés. Avant, ils ne pouvaient pas vendre ce pétrole, il restait en mer. Maintenant, ils ont tout vendu à des prix très élevés et ils ont récupéré cet argent. Cela représente une somme considérable. Et en période de guerre, les dépenses diminuent car la priorité est donnée à... Les Iraniens disposent donc d'un avantage évident et l'économie iranienne subit déjà un siège de puits. Tout ce discours sur les puits de pétrole n'est que de la propagande. Les exportations pétrolières de l'Iran ont été stoppées sous Trump.
Vous vous souvenez aussi bien que moi que Trump a rétabli la pression maximale. Nous n'exportions presque plus de pétrole, sauf de très... Et la majeure partie de cela était une dette envers la Chine pour un projet ou une opération qu'il. L'Iran les remboursait en pétrole, environ 100 000 barils par jour. C'était très peu. L'Iran n'exportait pas vraiment cela. Donc, l'Iran sait gérer ses puits de pétrole. Ce n'est pas comme les régimes arabes de l'autre côté du Golfe Persique qui n'ont jamais connu de sanctions. Toute l'économie iranienne s'est développée dans un contexte de sanctions. Je ne dis pas qu'elle est à l'abri des sanctions, mais elle y résiste plus facilement. Elle se maintient bien mieux que d'autres pays qui vont maintenant traverser une crise, car eux n'ont jamais eu à subir de sanctions. Et soudain, ils vont se retrouver face à une catastrophe à cause de Trump et Netanyahou, sans savoir comment y faire face. Le siège contre l'Iran a donc commencé tard. L'Iran a vendu beaucoup de pétrole à un prix. Et l'économie de l'Iran vit sous embargo et sous sanctions depuis des décennies. Et les adversaires de l'Iran, eux, n'ont aucune de ces. Quand j'entends parler d'une nouvelle vague d'attaques américaines contre l'Iran et de plans pour une guerre courte, j'ai l'impression qu'ils refont la même. Pourquoi reprendre ce chemin une nouvelle fois? Si j'étais celui qui conseille, je dirais que les États-Unis ne peuvent pas décider seuls du moment où la guerre se termine. De plus, comme l'Iran l'a démontré lors du premier conflit, ils ne peuvent pas imposer. Autrement dit, prétendre qu'Iran ne peut pas fermer le détroit d'Ormuz ou tenir les États du Golfe responsables de leur implication, c'est erroné. Tout cela était, en réalité, profondément défaillant. C'est pourquoi je me demande quelle surprise les Iraniens pourraient réserver, car, encore une fois, nous sommes. Il paraît presque évident que le Yémen pourrait bloquer la mer Rouge. Il n'est pas impossible qu'un jour, l'Irak entreprenne une action contre eux. Les États du Golfe pourraient perdre leurs usines de dessalement et leurs. En réalité, il sera extrêmement difficile de maîtriser tous les paramètres au point de pouvoir prédire avec assurance comment cette guerre contre l'Iran pourrait évoluer. C'est probablement pour cela qu'il est si difficile de comprendre, après être sorti du conflit et obtenu le cessez-le-feu, comment on peut soutenir ce récit selon lequel ce sont les Iraniens qui seraient venus vers Trump, alors que toutes les preuves semblent. En revenant sur ce sujet, cela ressemble à une catastrophe. Mais j'aurais juste une. Quelle surprise les Iraniens pourraient-ils réserver? Je ne dis pas que les gouvernements vous soufflent à l'oreille ou vous révèlent leurs intentions. Mais vous êtes à Téhéran, vous avez une idée générale des options qui s'offrent à eux. Et puis, Iran a des alliés qui agissent de façon autonome. Alors, à quoi vous? Eh bien, tout comme le Hezbollah s'est révélé bien plus puissant que ce que l'Occident anticipait, comme nous l'avons déjà évoqué. On disait que le Hezbollah était fini. L'Occident a en quelque sorte pris le contrôle de la Syrie via Al-Qaïda et ISIS. Il existe désormais un groupe soutenu par les États-Unis. Ils ont imposé des dirigeants à Beyrouth, le Premier ministre et le... Ensuite, il y avait le régime israélien. On pensait que Hezbollah était terminé. Mais aujourd'hui, on constate que Hezbollah frappe durement le régime israélien et il est question que certains soldats soient retirés du sud du Liban en raison de leur vulnérabilité. Imaginez si ces capacités existaient en Irak ou au Yémen. Je parle de troupes terrestres capables de franchir les frontières et de causer des dégâts. C'est une chose à laquelle je pense. Ensuite, lorsque les Iraniens recommenceront à frapper le régime israélien, le régime ne dispose clairement pas du nombre de missiles solaires ni de la capacité de défense aérienne nécessaire pour répondre à ces. Les dernières semaines n'ont pas suffi à combler le déficit en équipement. Donc, si Iran poursuit, il pourrait rapidement commencer à frapper des cibles à l'intérieur du régime israélien, sans rencontrer de grandes.
Troisièmement, les Iraniens pourraient viser des cibles plus sensibles dans la région du Golfe Persique. Cela pourrait désormais inclure les navires. S'ils commencent à viser les navires dans le Golfe Persique, ils pourraient aussi s'en prendre aux infrastructures essentielles qui n'ont pas encore été. Je crois que le commandant des missiles d'Iran a... Vous savez, il ne faut pas compter sur le pétrole du Golfe Persique pendant de nombreuses années. Donc, cela pourrait arriver. Mais aussi, je pense, et là je spécule, j'ai entendu, mais je ne sais plus, je ne me souviens pas qui me l'a dit, je crois que c'était il y a quelque temps, pendant la guerre précédente, au début. Comme je l'ai dit, je ne me rappelle plus qui me l'a dit, mais il me semble que c'était une source crédible. Cette personne affirmait que les Iraniens ont la capacité de couler des... Cependant, ils ne le font pas, car il faudrait que le niveau d'escalade soit plus élevé pour que Iran agisse ainsi. Comme vous le savez, et tout le monde le sait, Iran n'a pas déclenché cette guerre. Iran n'a initié aucune phase d'escalade, ni contre le régime israélien, ni contre les États-Unis. Que ce soit contre les groupes soutenus par les États-Unis dans la région ou contre. Un bon exemple, c'est lorsqu'ils ont bombardé des installations gazières dans le champ de South Pars, puis Iran a frappé le Qatar, les Émirats et un autre endroit dont je ne me souviens plus, et ensuite Trump a publié sur Truth Social qu'il n'était pas au courant, que les Israéliens ne. Et ils ont frappé très fort. Donc Iran ne prend jamais l'initiative de... Comme je l'ai mentionné plus tôt, Iran veille à éviter les pertes humaines. Les chiffres le confirment. N'importe qui peut faire des recherches et le vérifier. Mais si les Américains s'attaquent maintenant à des infrastructures iraniennes cruciales, ce serait, selon moi, un niveau d'escalade. Ensuite, je pense que si Iran possède réellement ses capacités pour frapper plus profondément qu'actuellement, alors Iran commencerait à couler des navires américains. Des navires. Et des responsables iraniens de haut rang ont déjà déclaré publiquement que cette option est. Il existe donc de nombreuses actions. Mais il faut aussi se rappeler ce que nous avons évoqué plus tôt. Les Iraniens ont affirmé que si des assassinats étaient commis, alors les dirigeants de ces régimes, un membre de la délégation qui nous accompagnait à Islamabad, un député influent, l'a dit, une personnalité très connue, et il l'a affirmé avec. Il l'a présenté comme un fait, non comme une opinion. Iran éliminera ces régimes, ces dirigeants, car ils participent à l'effort de guerre contre Iran. Car sans ces 5 régimes arabes et la Jordanie, les États-Unis ne peuvent pas mener de guerre contre Iran. C'est tout simplement impossible. Sur le plan logistique, ce n'est pas faisable. Iran dispose donc de nombreuses. Encore une fois, les États-Unis ont acheminé beaucoup d'armes dans la région, mais Iran s'est préparé pendant tout ce temps. Et pour Iran, ce n'est pas si compliqué. C'est son propre territoire. Iran se prépare à cette guerre depuis 2 ou 3 décennies. Voilà où nous en sommes. Nous n'étions pas obligés d'en arriver là. J'en ai déjà parlé dans votre émission, le livre Leverage, Going to Tehran. Je recommande à tous vos téléspectateurs. Ils abordent de nombreux mensonges et idées reçues que les médias occidentaux, les instituts de réflexion et le monde académique occidental répètent sur Iran depuis des... Ils soulignent aussi que si les États-Unis ne cherchent pas à se rapprocher, la situation évoluera dans cette direction. Lorsqu'ils ont publié ce livre, ils ont été attaqués, diabolisés et mis à l'écart. Pourtant, tout ce qu'ils ont affirmé s'est révélé exact. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise. La vie de chacun sera inévitablement bouleversée, l'impact sera considérable. Et si nous continuons à monter dans l'escalade, je pense que la catastrophe dépassera tout ce qu'on peut imaginer. Permettez-moi de poser une dernière question. La rencontre entre Poutine et Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, a eu lieu avec le président. Cet événement a beaucoup fait parler. Apparemment, cela n'a pas du tout plu à Trump, ce qui a provoqué un appel téléphonique tendu de 90 minutes entre Trump et Poutine. Quelle est selon vous la portée de cela? Car lorsqu'on observe le grand échiquier eurasien, on considère toujours ces 3 puissances, à savoir
Russie, Chine et Iran qui se rapprochent. Bien sûr, si l'on ajoute l'Inde à l'équation, cela devient le pire cauchemar de Kissinger. Alors comment peut-on interpréter ce qui s'est passé ou que sait-on vraiment de ce qui s'est? Je pense que beaucoup d'Indiens en... Avant de répondre à la première partie de la question, il faut dire que de nombreux Indiens réalisent que leurs difficultés économiques, qui sont importantes, persistent. Même si Iran a permis à plusieurs navires indiens, pakistanais et bangladais de passer, bien qu'ils appartiennent à des régimes du Golfe Persique impliqués dans la guerre. La souffrance des Indiens est causée par les États-Unis et le régime israélien, et ils en prennent de plus en plus conscience. Cela pourrait donc avoir un impact important dans les mois et années à venir sur la façon dont ils traiteront avec. Cependant, la rencontre avec le président Poutine semble s'être. Et le président Poutine a exprimé de nombreux éloges envers le peuple iranien. Cela me rappelle d'ailleurs un ouvrage écrit par l'un de... Alistair Book a publié un livre consacré à la résistance et à la révolution. Cet ouvrage s'intitule Résistance et le sous-titre porte sur la révolution islamique et d'autres. C'est également un livre intéressant. La résistance du peuple iranien durant cette période, malgré des décennies de sanctions, de terrorisme et 3 guerres, a permis au monde entier de percevoir Iran sous un angle totalement différent, en particulier à cause de cette. Et Iran est devenu très populaire. C'est ce que me disent des personnes du monde entier, notamment d'Amérique latine, et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, en privé, je l'ai mentionné dans quelques émissions. Un de mes amis brésiliens marxistes et très bien connecté m'a confié qu'un marxiste brésilien très connu, l'un des principaux acteurs au Brésil, a déclaré que si Iran remportait cette guerre, il deviendrait chiite. Cela montre à quel point la perception d'Iran a changé en quelques mois, surtout après Gaza, tout comme pour le Hezbollah, Iran est l'axe de la résistance. L'exact opposé de la situation pour le sionisme, le régime israélien, Trump et les États-Unis. Ils voient cela sous un angle beaucoup plus négatif. Il y a donc une grande transition en cours dans la façon dont les gens dans de nombreuses régions du monde perçoivent l'Iran et le monde. Même aux États-Unis, l'Iran gagne du soutien de la part de milieux que j'aurais cru impossible il n'y a pas si longtemps. Mais Trump, je veux dire Trump évidemment quand il a parlé avec Poutine, c'était clairement lié au voyage. Mais j'imagine que ce voyage s'est bien passé. Je pense que le voyage s'est très bien déroulé d'après les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères et d'après les déclarations faites par le président Poutine et le ministère des Affaires étrangères en Russie. Parce que selon moi, 2 choses se sont produites ici. Premièrement, et cela je le sais avec certitude, Iran a dépassé de loin les attentes les plus optimistes. Même si beaucoup d'entre nous en Iran n'ont pas été surpris. Je dirais qu'Iran a fait mieux que ce que j'imaginais, mais je m'attendais déjà à ce qu'Iran. Mais je pense que beaucoup de nos amis, vous savez, ont été influencés par les récits occidentaux, même ceux du monde non occidental et ceux qui critiquent l'Occident. Et ils sont sous le choc que la guerre se soit terminée ainsi. Donc selon moi, cette rencontre avec le président Poutine, parce que Trump, lorsqu'il a remporté la présidence, a gagné tous les États clés, obtenu la majorité des voix et disposait donc. Et il a affirmé à de nombreuses reprises pendant sa campagne qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en une seule. Or, cela fait maintenant 1 an et demi et la guerre en Ukraine continue toujours. Ils se sont donc rencontrés, c'était quand déjà l'Inde. Cela n'a rien donné. Et malgré plusieurs appels téléphoniques, la guerre se poursuit encore. Donc, je ne suis pas vraiment certain que cela aura un impact. À mon avis, au final, tout se jouera sur le champ de bataille et malheureusement, cela risque de s'achever avec l'effondrement de l'économie. Je pense aussi qu'Iran a provoqué un certain émoi en Russie à ce sujet, car ils commencent à remettre en question leurs actions de ces dernières années, puisque les États-Unis, tout comme les Iraniens, ont connu des expériences similaires avec ce régime.
La diplomatie, les accords qui n'ont jamais été respectés dès le départ, et bien sûr cette menace existentielle fondée sur des tentatives d'affaiblir, de déstabiliser et de pousser le pays à l'effondrement. D'après ce que j'entends, beaucoup de personnes en Russie estiment aujourd'hui qu'ils auraient dû changer de stratégie dès juin, lorsque non seulement Iran, mais aussi la Russie. C'était le même mois où les Russes ont subi une attaque contre leurs forces de dissuasion nucléaire et il était évident que l'Ukraine n'était pas la seule à l'avoir menée. Aujourd'hui, il y a donc une forte pression sur le Kremlin pour agir comme les Iraniens, c'est-à-dire se montrer prêt à monter en puissance, rétablir la dissuasion, même si en réalité l'empereur est bien démuni. Quoi qu'il en soit, je vous ai déjà pris beaucoup de temps, alors merci infiniment comme toujours et j'espère vous revoir très bientôt. C'est toujours un grand plaisir de participer à votre émission, Glenn. Merci beaucoup de m'avoir invité.